ces 20, ces 20-30 dernières années. Et donc, voilà, le système nous dit que ça va être enregistré, donc c'est parfait. Je continue mon propos, oui, pour vous dire que l'historiographie a progressé, bien entendu, hein, ces 20-30 dernières années, et maintenant, d'aucuns disent que l'arrière, justement, serait le premier front, hein, de la Grande Guerre, puisqu'on s'est intéressé, par exemple, hein, à ces femmes au champ ou dans les vignes, qui ont suppléé l'absence des hommes. On s'est intéressé aussi à leur mobilisation dans les usines. On s'est intéressé à une question qui est l'accueil, par exemple, des blessés, justement, à l'arrière. Je vais en parler tout de suite en introduction. On s'est intéressé aux prisonniers de guerre, mais aussi plus récemment aux internés civils. Il faut dire qu'il y avait, et il faudrait peut-être lui rendre hommage ici, hein, pour ces internés civils, c'est-à-dire ces civils qui avaient été pris et mis dans des camps. Hein. C'est la première fois qu'on va mettre un si grand nombre de civils dans des camps pendant la Première Guerre mondiale. Euh, il faudrait rendre hommage, je le disais, à Jean-Claude Farcy, hein, qui avait publié dès 1995, si ma mémoire ne me fait pas défaut, un livre majeur, hein, sur ce domaine-là. Les internés civils, hein, se trouvaient surtout dans l'ouest et dans le sud-est de la France, ce qui est logique puisque c'était loin de la frontière allemande. Et puis, on s'est intéressé aussi aux combattants et aux travailleurs coloniaux, hein, venus de l'Empire et qui, bien sûr, allaient combattre au front, mais aussi ont été présents à l'arrière, hein, et nous allons le voir également en introduction. Alors, cette avancée historiographique, elle s'est aussi accompagnée peut-être d'un changement de perspective du point de vue des sources. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu recours à des sources qui étaient des sources beaucoup plus méso ou micro. Hein. Et notamment, on a pu étudier les trajectoires, hein, les parcours individuels. Hein, et donc, toute cette microstoria a révolutionné d'une certaine façon l'historiographie. Et puis, on s'est intéressé à, bien sûr, des catégories, hein, auxquelles on s'intéressait moins par le passé. Je passe toutes les questions autour des femmes, bien sûr, et de l'histoire du genre, et bien sûr, ce qui nous intéresse en particulier, eh bien, ce sont bien sûr les étrangers, hein, catégorie. Alors, sous forme d'introduction, avant de vous parler spécifiquement des réfugiés, je vais vous parler justement de ceux qui étaient, hein, à l'arrière pendant la Première Guerre mondiale et où l'historiographie s'est intéressée. C'est-à-dire, introduction, l'arrière, un premier front de la Grande Guerre, point d'interrogation. Ben, vous le voyez ici, premier document que l'on voit, hein, le 7 août 1914, un appel du président du Conseil, c'est-à-dire du Premier ministre, hein, René Viviani, aux femmes françaises, justement, pour terminer les moissons et assurer les vendanges. Hein. Et puis, ces femmes, deuxième photo, on les voit, hein, dans ces usines de guerre comme munitionnettes, hein, participer à la mobilisation industrielle parce que, eh bien, on avait pensé que la guerre allait durer quelques semaines, au plus quelques mois, et elle a duré, la Première Guerre mondiale, bien plus longtemps, hein, des années. Et donc, à l'automne 1914, notamment après la première et la deuxième bataille de la Marne, on n'avait plus beaucoup de munitions et il a bien fallu, hein, eh bien, convertir rapidement des usines de paix en usines de guerre et y faire travailler, hein, les femmes, et nous le verrons aussi, les étrangers, et parmi ces étrangers également les réfugiés. Alors, on peut dire par ailleurs aussi, hein, que les femmes n'ont pas été forcément bien remerciées de ce travail à l'arrière, puisqu'on ne leur a pas donné à l'issue de la Première Guerre mondiale, hein, ce qu'elles demandaient, c'est-à-dire le droit de vote en France, et il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, pour qu'elles obtiennent ce droit de vote, hein, alors que les hommes l'ont depuis 1848. Alors, à l'arrière également, et l'historiographie également s'y intéresse, ce sont l'accueil des blessés. Alors là, notamment dans le sud de la France, je vous montre ici deux choses intéressantes. Une exposition, alors, qui s'est tenue aux archives départementales des Alpes-Maritimes, avec une publication à la clé, hein, vous voyez, sur hôpitaux temporaires, blessés et malades, hein, dans les Alpes-Maritimes et dans la principauté de Monaco, hein, entre 1914 et 1918.
1923. Donc, effectivement, on va parler des réfugiés, mais il ne faut pas oublier que quelque chose qui leur est consubstantiel, c'est vraiment l'accueil, hein, justement, de ces nombreux blessés de guerre. Également accueilli à l'arrière, hein, des prisonniers de guerre. Vous voyez ici une belle photo de la section photographique de l'armée. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, l'armée crée sa section photographique. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que quand on voit une photo de la section photographique de l'armée, c'est quelque chose qui est mis en scène, hein, pour bien montrer que justement les prisonniers de guerre allemands que vous voyez ici à Barcelonnette, donc dans l'arrière-pays provençal, sont bien traités. Hein, vous le voyez, même si c'est la période d'ailleurs, en ce mois de décembre, qu'ils sont avec un petit sapin de Noël, donc tout va bien pour eux. Alors pourquoi on met cela en scène? Eh bien, pour éviter, bien entendu, les représailles, hein, qu'il pourrait y avoir contre les prisonniers de guerre français, hein, retenus en Allemagne. Alors néanmoins, pour les historiens, ces photos, hein, sont des témoignages précieux, bien entendu, des sources, hein, de premier ordre qu'il faut bien sûr interpréter. Alors ces prisonniers de guerre, mais aussi, Riyad l'évoquait en introduction, hein, je me suis moins intéressé, non pas aux prisonniers de guerre, mais à ceux qu'on avait aussi un petit peu oubliés, qui sont les internés civils. C'est-à-dire, pendant la Première Guerre mondiale, ben, on va prendre, hein, des gens et interner des gens, hein, qui ont été pris sans armes à la main, hein. Et ben, cet internement des civils que vous voyez ici, donc pour des Austro-Allemands, il y a une dizaine de camps en fait dans le sud-est de la France, dont celui de la citadelle de Saint-Tropez qui a fait l'objet d'une publication récente, hein. Et ces internés civils, si vous voulez, on les a un petit peu oubliés. Et pourtant, ils sont importants parce qu'ils sont à l'origine de quelque chose qui va malheureusement se reproduire pendant la guerre d'Espagne, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Algérie, etc. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, cet internement des civils, eh bien, il va parcourir, hein, tout le XXe siècle en temps de guerre et il continue bien sûr à exister au XXIe siècle. Et puis, présent à l'arrière, également, bien sûr, les combattants. Un combattant qui soit se prépare pour aller au front, pour s'acclimater, par exemple, ou qui bien, viennent y faire quelques périodes, hein, qu'on appelle notamment l'hivernage, hein, au moment où ils sont retirés du front, justement, pour se reposer. Hein. Et vous voyez ici, à travers cette archive qui vient de la BDIC, de la Bibliothèque de documentation et d'information contemporaine de Nanterre, et qui s'appelle maintenant la Contemporaine, hein. Et vous voyez que des peintres, d'ailleurs, hein, parcourent le front, hein, pour immortaliser cela. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, il n'y avait pas parmi ces populations coloniales qui venaient à l'arrière uniquement des combattants. Il y avait aussi pas mal de travailleurs, hein, de gens qui venaient pour travailler. Et vous voyez ici leur arrivée au port de Marseille. Hein. Cette personne arrive au port de Marseille, il est tout de suite encarté, hein, par un document d'identité avec une innovation pendant la Première Guerre mondiale, hein, qui est cette photographie. Alors pourquoi on va identifier les gens alors que la carte d'identité, par exemple, n'existe pas encore, hein, et que les seuls qu'on a véritablement encartés, identifiés, c'était les nomades par une loi de 1912. Eh bien, on va encarter les gens pour limiter leur mobilité et donc augmenter, dans le contexte de la production de guerre, hein, leur productivité. Hein. Et ils vont avoir un rôle important, notamment dans les usines où commence à se développer le taylorisme, c'est-à-dire le travail à la chaîne à l'époque, hein, bien sûr, souvent dénigré par les autochtones et qui sont donnés en priorité, bien sûr, aux étrangers. Alors, on en arrive à la diversité, je vais essayer de vous présenter cela, des flux de réfugiés, hein, pendant cette Première Guerre mondiale. Alors, premier type de réfugiés, ce sont des gens qu'on appelle pudiquement les bouches inutiles, qui ont été évacués préventivement des grandes places fortes, hein, c'est-à-dire des grandes fortifications, hein, qui se trouvaient proche de la frontière et donc dans l'Est et dans le nord de la France dès la mobilisation. En fait, ce qui s'était passé avant la Première Guerre mondiale, il y a eu dans
le dernier tiers du 19e siècle, une confrontation déjà entre la France et l'Allemagne, qu'on appelle la guerre de 1870. Et pendant cette guerre de 1870, il y avait eu un certain nombre de sièges célèbres, notamment celui de Belfort. Hein, le nom au moins d'Enfer Rochereau, qui a résisté dans Belfort, doit vous être connu. Et la peur qu'on avait, bien sûr, c'était que ces sièges bien, se rééditent pendant la Première Guerre mondiale et on voulait en expulser tous ceux qui n'étaient pas utiles, d'où le terme de bouches inutiles. Et ces bouches inutiles, on les évacue plus loin sur le territoire et une partie est arrivée jusque dans le sud-est de la France. Il y avait aussi une donnée stratégique. Pourquoi évacuer les forts? Parce que la France pensait faire une sorte de guerre éclair, une sorte de blitzkrieg au début de la Première Guerre mondiale et de s'appuyer justement sur ces fortifications pour aller rapidement, ce qui était notre objectif, reconquérir l'Alsace-Lorraine. Alors, malheureusement, vous connaissez l'histoire, la blitzkrieg, la guerre éclair, elle s'est plutôt faite dans l'autre sens. Il a fallu, par exemple, les taxis de la Marne pour repousser de manière difficile l'offensive allemande. Alors ça, c'est le premier type de réfugiés. Deuxième type, il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens qui sont des Français, l'accueil d'une partie des plus de 2 millions de Français originaires des départements du Nord et de l'Est de la France, qui fuient bien justement devant l'envahisseur allemand, puis l'occupation d'une partie de la France pendant la Première Guerre mondiale. On pense toujours à l'exode de la Seconde Guerre qui a marqué les esprits, l'exode de 1940, mais il y a eu un exode similaire pendant la Première Guerre mondiale. Et ces gens-là, ces gens qui en fait sont déplacés dans leur propre pays, ça doit nous renvoyer à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a à peu près entre 3 et 5% de migrants internationaux, c'est-à-dire de gens qui quittent leur pays d'origine pour aller se réfugier dans un autre pays. Par contre, les déplacés internes sont 4 fois plus nombreux. Et à chaque conflit contemporain, il y a énormément de ces déplacés à l'intérieur d'un même pays. Et ces déplacés, ils ont souvent la forme de populations fort vulnérables qui sont, bien sûr, en priorité les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui d'ailleurs ne sont pas au front, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que je voulais bien le préciser, parce qu'il ne faut pas penser que la Première Guerre mondiale, c'est un temps si éloigné que ça. Il y a bien sûr des résonances tout à fait contemporaines dans l'histoire des réfugiés de la Première Guerre mondiale. Et donc, je vous ai mis 2 ouvrages là, qui sont très intéressants sur le sujet, d'un spécialiste de ces questions des réfugiés pendant la Première Guerre mondiale et de l'occupation de la France par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, qui est Philippe Nivet. Et Philippe Nivet a sous-titré un de ses livres, vous voyez, Les réfugiés français de la Grande Guerre, les Boches du Nord. Les Boches du Nord, alors Boche, c'est un terme pour dire, bien sûr, de manière pour désigner de manière péjorative les Allemands. Et donc, les Boches du Nord, le sous-titre suppose bien sûr que l'accueil qui a été fait donc, au sud à ces gens venant des contrées septentrionales n'a pas été si bon que cela, même s'ils étaient de même nationalité. Alors, bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, 2 millions de personnes, donc un afflux qui est un afflux considérable, ceci pouvant expliquer cela. Autre catégorie importante dans ces flux, c'est bien sûr les populations belges qui ont été chassées par cette même invasion allemande et qui vont refluer sur le territoire français. Vous voyez ici une très belle photographie qui montre ces pauvres réfugiés belges qui sont en train de traverser le nord de la France et qui vont ensuite se réfugier également en partie dans le sud. Riyad, tu as parlé en introduction de notre maître Ralph Shore, notre maître commun. Je voudrais rappeler, en parlant donc de ces réfugiés français et de ces réfugiés belges, que Ralph Shore s'est intéressé notamment à leur refuge de manière précoce dans le département des Alpes-Maritimes, le département de Nice. Voilà. Alors, et puis, en plus de ces Belges qui venaient de Belgique et qui fuyaient l'invasion allemande, il y avait plein de Belges qui travaillaient dans le nord de la France déjà avant 1914 et qui ont également
fui devant l'invasion allemande. Quand on se moquait un peu du roi de Belgique et qu'on lui disait vous avez un empire par rapport à l'empire anglais ou à l'empire français, un empire un petit peu restreint, il disait oui, moi j'ai peut-être un empire restreint, mais j'ai déjà tout le Nord-Pas-de-Calais. Effectivement, une grande partie de la France c'est une vieille migration qu'on oublie parce qu'ensuite elle a été supplantée par une migration encore plus importante qu'est la migration italienne, mais il y a eu une grande migration belge dans le nord de la France et ces populations ont malheureusement subi également les répercussions de l'invasion allemande de 1914. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à partir d'octobre 1914 et jusqu'en 1918, le gouvernement belge s'est installé en France, pas très loin du Havre, dans un bourg qui s'appelle Sainte-Adresse. En 1918, pour vous donner un seul chiffre, il y a 320 000 réfugiés belges en France, sur le territoire français. Alors, autre flux de réfugiés qui renvoie à un autre front, parce que à côté du front occidental, il y a un autre front pendant la Première Guerre mondiale, notamment le front d'Orient. Le front d'Orient, et après l'invasion de la Serbie, qui était l'allié des Français et des Britanniques par les armées allemandes et bulgares, eh bien, ces malheureux Serbes ont traversé souvent dans des conditions fort pénibles, notamment l'Albanie, une retraite extrêmement pénible, pour se retrouver notamment en Grèce et notamment près de la ville de Corfou, mais aussi vers Salonique. Et à ce moment-là, les Français et les Britanniques ont d'une certaine façon violé la neutralité grecque, et avec l'accord du Premier ministre Venizelos, ils sont venus porter assistance aux Serbes et les ont évacués en partie vers la Corse, pour une bonne partie des civils, vers bien sûr le port de Marseille, et puis une partie de l'armée est allée, et cela concerne la Tunisie, et vous êtes peut-être au courant de ce flux, une partie de l'armée a été envoyée vers Bizerte. Donc ça a également, cet exode des Serbes concerné la Tunisie. Alors, pour les premiers réfugiés qui sont arrivés au port de Marseille, en fait, ils sont arrivés au Frioul, qui est un archipel qui est au large de Marseille. Les premiers sont arrivés le 17 décembre 1915, nous disent les archives, à bord de la Plata, puis donc un bateau, puis le 24, donc veille de Noël, à bord du vapeur russe nommé Odessa. Et à la fin de ce mois, donc vous voyez, du 17 au 30 décembre ou 31 décembre, c'est-à-dire très très peu de temps, il y avait déjà dans la ville de Marseille 800 Serbes qui étaient arrivés. Et si on regarde quelques mois plus tard, c'est-à-dire au mois de mai 1916, le sud-est de la France, notamment les Bouches-du-Rhône, donc département de Marseille, des Hautes-Alpes, département de Gap, le Var, Toulon, et les Alpes-Maritimes, donc région niçoise et arrière-pays, bien vous voyez les effectifs. Les effectifs sont pour les Bouches-du-Rhône déjà de plusieurs milliers de réfugiés serbes, et puis de plusieurs centaines pour les autres. Et si on veut également élargir le spectre, vous voyez que la Corse, on a également environ 3000. Et puis, si on prend l'Algérie, qui était à l'époque, bien sûr, 3 départements français, il y avait par exemple 750 de ces réfugiés serbes en Algérie, simplement après quelques mois. Et puis en 1918, donc à la fin de la guerre, il y avait 17 000 réfugiés serbes sur le territoire français. Et il y avait une particularité d'ailleurs dans ces réfugiés serbes, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et donc il y a eu la mise en place en France de structures, notamment d'enseignement, pour, et plus largement de formation pour ces jeunes Serbes. Alors, ils se sont souvent intégrés dans les collèges, dans les lycées français,
dans les systèmes de formation également français, mais il y a eu également, pour ceux qui ne pouvaient pas y accéder, soit eu égard à leur âge, soit à leur insuffisante maîtrise de la langue française, également l'ouverture de structures, de lycées serbes en France et notamment à proximité de Nice, notamment à Beaulieu-sur-Mer. Voilà, donc tout un système d'accueil qui a été mis en place pour eux du point de vue éducatif. Et un autre flux qui est issu directement des internés civils dont je parlais tout à l'heure, c'est un flux d'Alsaciens lorrains francophiles. Alors, je vais vous expliquer, je vais prendre une minute pour vous expliquer cela. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des internés, des gens qui avaient été internés, des civils qui avaient été internés. Et parmi ces internés, il y a pas mal d'Alsaciens lorrains, parce que ces Alsaciens lorrains étaient, vous voyez que l'Alsace, c'est une carte de France sans l'Alsace, étaient de nationalité allemande. Et donc, ils ont été internés où? Avec les autres Austro-Allemands, dans le sud de la France ou dans l'ouest de la France. Mais on a considéré vers novembre-décembre 1914 que la France se battait quand même pour reconquérir l'Alsace-Lorraine et qu'il y ait des Alsaciens dans les camps, c'était quand même pas quelque chose de tout à fait bien. Et donc, on a fait passer une commission, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez sur le document, mais ça s'appelle la commission des réfugiés alsaciens-lorrains, pour sélectionner ceux qui étaient francophiles. Et assez francophiles, on a remis notamment une carte tricolore que vous voyez ici, et on leur a permis de sortir des camps. Et à partir du moment où ils sortaient des camps, ils étaient assimilés à des réfugiés. Alors, il faut dire aussi que certains ne sont pas sortis des camps parce que assimilés à des réfugiés voulait dire qu'ils devaient s'entretenir eux-mêmes. Et certains ont parfois préféré rester au camp où ils étaient gracieusement nourris. Alors, quelques moyens d'accueil. Maintenant, comment s'est fait tout cela? Alors, il faut le dire, je vous disais tout à l'heure quand même qu'il y a des structures qui ont été mises en place. Et notamment, alors il y avait des services départementaux qui s'occupaient dans chaque département des réfugiés. Et d'ailleurs, les archives laissées par ces services départementaux, qui sont souvent des archives importantes en termes de volume, nous aident bien sûr beaucoup aujourd'hui à reconstituer cette histoire. Et puis, au niveau central, il y avait eu la mise en place par l'État dès mois de décembre 1914 d'une allocation de réfugiés. Donc, vous voyez, quelque chose de totalement moderne, l'allocation de réfugiés. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui existe. Alors, elle avait été créée d'ailleurs par analogie avec le secours aux familles mobilisées, donc à l'argent qui était donné aux femmes qui restaient à l'arrière et qui n'avaient plus leur mari qui était mobilisé au front. Elle avait été mise en place par analogie avec ce système. Alors, cette allocation, alors, elle n'était pas très, très, très élevée, elle n'était pas non plus négligeable. Elle permettait aux réfugiés quand même de se nourrir, mais il fallait ensuite, pour compléter cela, qu'ils travaillent un petit peu. Et en plus, bien entendu, à l'époque, donner une allocation sans contrepartie de travail, c'était quelque chose, bien sûr, qui n'était pas du tout entré dans les mœurs. Et bien entendu, il y avait une forte pression pour qu'ils travaillent en plus. Nous le verrons dans la partie conclusive de cet exposé. Alors, l'allocation était pour un adulte d'1,25 franc par jour et pour un enfant, quand on dit enfant, c'est moins de 16 ans, de 50 centimes par jour. Et elle a été bien sûr réévaluée au cours de la guerre parce qu'il y a eu bien sûr des phénomènes d'inflation qui étaient importants. Alors, il y avait l'État, bien sûr, mais il y avait aussi tout un ensemble d'associations qui aidaient ces réfugiés. Associations nationales, je pense notamment à des associations nationales pour les Alsaciens lorrains, et puis des associations locales. Puis on organisait des jours de collecte, de quête pour ces réfugiés. Et puis, il y avait aussi l'intervention d'une institution qui est souvent auprès des réfugiés jusqu'à aujourd'hui, des étrangers. Il suffit de voir les récentes visites du pape, notamment auprès de ces réfugiés. C'est bien sûr l'Église. L'Église qui a également soutenu ces réfugiés. Alors, mais quand même, si on veut comparer deux situations, et on peut les comparer, c'est par exemple les réfugiés belges en France et en Angleterre, puisqu'ils se sont réfugiés à la fois en France et en Angleterre notamment. Il faut considérer que, par exemple, en France, ils étaient beaucoup mieux pris en charge par l'État français, alors qu'en Angleterre, ça
relevait plus de la charité, une sorte de charité privée. Vous voyez, donc bien sûr, c'est une vieille tradition française que ça passe un peu plus par l'État en France. Alors, le sud-est de la France, pourquoi a-t-il recueilli beaucoup de ces réfugiés? Bien sûr, il était loin de la frontière allemande, ça c'est évident. Mais surtout, il avait des capacités d'hébergement tout à fait importantes, puisqu'il était, et vous ne l'ignorez sans doute pas, dès avant la Première Guerre mondiale, un lieu de villégiature important. On y venait l'hiver, on parlait des hivernants notamment, pour faire du tourisme. La reine Victoria, par exemple, a passé plusieurs hivers sur la côte d'Azur, ce qui a bien sûr pas beaucoup de populariser fortement cette destination. Et dès août 1914, avec l'arrivée de réfugiés français et belges, on a réutilisé de nombreux hôtels de la Côte d'Azur, de Cannes, de Nice, de Menton, etc. Et alors, quand on dit hôtel, c'est aussi hôtel et villa, parce qu'il y avait toute une partie de villa également qui avait été d'ailleurs parfois abandonnée par leurs propriétaires, parce que, par exemple, et vous en voyez ici un exemple, ça c'est l'hôtel des îles britanniques qui se trouvait à Cannes. Certains de ces hôtels étaient possédés par des Allemands. Et bien entendu, au moment de la mobilisation, ces hôtels ont souvent été confisqués à ces Allemands, mis sous séquestre et parfois réutilisés pour héberger les réfugiés, pour héberger les blessés, etc. Voilà. Et d'ailleurs, les municipalités disaient, je pense à une archive qui est issue des délibérations du conseil municipal de la ville de Cannes, nous, on préfère accueillir des réfugiés et des blessés que des internés austro-allemands qu'on voudrait mettre là. Parce que dans la ville de Cannes, on a aussi utilisé un hôtel, qui était l'hôtel Prince de Galles, pour mettre des internés civils austro-allemands. Donc, il y avait également tout cela. Et alors, quand ça ne suffisait pas, bien sûr, quand les structures ne suffisaient pas, mais il y avait bien sûr la possibilité, soit directement par l'armée, soit que l'armée ait délégué ce pouvoir aux autorités civiles, de réquisitionner, bien sûr, des logements pour loger ces réfugiés. Il y avait aussi dans ces réfugiés, c'est le cas notamment pour les Serbes, que quand ils sont arrivés, bien sûr, notamment à Marseille, le grand port de Marseille, bien sûr, certains sont restés à Marseille, mais certains ne pouvaient pas rester à Marseille et on les a emmenés, bien sûr, dans l'arrière-pays. Et dans l'arrière-pays, il y avait des lieux, et notamment des lieux qui étaient d'anciennes fortifications, qui, à cause des progrès de l'artillerie moderne, n'étaient plus mobilisables dans le cadre de la guerre, et qu'on a utilisé pour accueillir ces réfugiés. Vous voyez une des principales colonies serbes dans l'arrière-pays provençal, qui est Mondauphin, qui est une citadelle de Vauban, qui est dans les Hautes-Alpes. Alors, et les réfugiés, bien sûr, dans l'espace rural, vont créer de l'activité. Ça, c'est très important, parce que quand on place des réfugiés quelque part, eh bien sûr, ces réfugiés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont une allocation, donc ils vont aller consommer chez les commerçants locaux, etc. Et donc, c'est très important en temps de guerre, à un moment où l'activité économique, elle s'est arrêtée, qu'on fasse tourner des économies locales. Et c'est pour ça que l'État aussi parfois dirige de manière parfois un peu autoritaire ces réfugiés vers l'arrière-pays et pas seulement vers la côte pour ce qui est du sud-est de la France, même si sur la côte, il y a toutes ces structures d'hébergement dont je vous ai parlé qui sont les hôtels. Et puis, parfois, je le disais tout à l'heure, les camps, bien sûr. Les camps, ces réfugiés, ces anciens internés devenus réfugiés qui refusent de quitter les camps et qui restent dans les camps. Et on peut dire donc que ces réfugiés habitent au camp. Voilà. Alors, dernier élément, ce sont bien sûr le travail. Parce que, bien entendu, on donne une allocation, mais on attend fortement que les réfugiés participent à l'effort de guerre par leur travail. Alors, premier type de travail, c'est bien entendu celui qui est
important dans une France encore largement rurale, c'est le travail agricole pour secourir les femmes de mobilisées qui ont bien du mal à faire, bien sûr, face aux nécessités. En plus, la guerre ayant commencé à un moment où on était en pleine récolte, bien, il faut finir justement ces récoltes et les réfugiés qui arrivent de manière bien sûr précoce parce qu'ils fuient l'avancée allemande, eh bien, tombent vraiment dans le bon timing pour réaliser ces œuvres-là. Alors, par exemple, pour les réfugiés belges, ils vont s'y mettre, bien sûr, dans les champs, d'autant que beaucoup sont d'origine flamande et donc sont habitués à travailler dans les champs, et c'est ce qu'ils faisaient en grande partie dans le nord de la France, travailler dans les champs de manière temporaire ou de manière plus durable. Mais le temps passant, un certain nombre vont repartir du sud-est de la France, qui c'est souvent des petites parcelles agricoles, le sud-est de la France, ce n'est pas la grande culture, comme on peut la trouver chez eux, et ils vont se rapprocher notamment du bassin parisien, où les modes de culture sont un peu plus semblables à ceux qui sont ceux de la Flandre, par exemple. Voilà, donc il y a aussi de la perte en ligne de cela, des déplacements en cours de conflit. Alors, pour les agriculteurs belges, en fait, alors il y a assez peu, il y a une moindre proportion d'agriculteurs parmi les Serbes, mais on va quand même créer un grand dépôt dans le sud-est de la France qui se trouvera à Arles pour justement concentrer une partie de cette main-d'œuvre agricole et qu'on va ensuite distribuer dans toute la région. Alors là, ce que les archives montrent, c'est que ces Serbes, ils vont essayer eux aussi de quitter leur employeur, parfois pour gagner plus, bien entendu. L'idée de gagner un meilleur salaire ou de meilleures conditions, parfois aussi de meilleures conditions d'hébergement, peut bien sûr amener ces déplacements qui sont des déplacements non négligeables et qui, bien sûr, irritent les autorités civiles et militaires qui voudraient que ces déplacements soient les moins importants possibles dans une optique de productivité. Et il y a aussi donc les réfugiés alsaciens-lorrains, donc qui vont se retrouver dans les campagnes du sud-est de la France. Et là, il va se poser un problème qui crée de l'archive aussi pour nous historiens, c'est que ces gens qui sont souvent allés à l'école allemande et qui parlent le dialecte alsacien, donc pour une oreille non habituée en fait à parler germanique, eh bien eux, ils vont avoir un certain nombre de problèmes dans les campagnes françaises, bien entendu, puisque l'agriculteur auquel ils sont au service, bien sûr, trouve que la main-d'œuvre est formidable, mais bien sûr, quand on les entend dans les champs échanger entre eux à ce qu'on assimile étant de l'allemand, il peut leur arriver des problèmes parfois sérieux et les archives montrent que parfois il y a effectivement des petites tabassages, malheureusement, de ces agriculteurs alsaciens lorrains, avec parfois l'envoi depuis Paris de commissions pour essayer d'apaiser les choses, de les protéger, éventuellement de les déplacer pour les soustraire à la vindicte populaire. Voilà. Alors, domaine agricole, mais aussi domaine industriel, bien entendu. Vous vous rappelez des munitionnettes tout à l'heure. Les munitionnettes, elles ont beaucoup travaillé, mais bien sûr, cette main-d'œuvre des femmes dans les usines ne suffisait pas. Donc, on a rajouté les travailleurs coloniaux, je vous en ai déjà parlé, et bien sûr, les réfugiés vont aller travailler dans cette industrie. Alors, je vous ai mis ici pour illustrer cela, celui qui a véritablement mis en œuvre en France cette mobilisation industrielle, qui est Albert Thomas, peut-être un personnage un petit peu aujourd'hui oublié, un socialiste. C'était l'Union sacrée pendant la guerre, qui va véritablement être aussi celui qui va mettre en place le ministère de l'Armement en même temps. Donc, un rôle extrêmement important. Alors là aussi, bien, il y a moins d'usines, si vous voulez, dans le sud de la France que dans le nord. Donc, les réfugiés vont participer à l'effort de guerre dans le sud-est de la France, mais souvent, quand ils le pourront, ils vont essayer d'aller vers des régions plus industrielles, qui sont des régions plus septentrionales, parce qu'aussi les salaires
qui sont versés sont des salaires un petit peu plus élevés, hein. Et donc, on va avoir également une partie de cette déperdition. Et si on prend spécifiquement la main-d'œuvre alsacienne, elle va se diriger non seulement vers les régions industrielles plus septentrionales, mais aussi vers certaines vallées de l'Alsace, sud de l'Alsace, très industrialisées, qui, à cause d'une occupation française, seront sous justement administration française pendant toute la guerre. Et donc, à partir d'un certain moment, en gros, le printemps 1915, on va autoriser ces Alsaciens qui sont dans le sud de la France à retourner dans ces vallées, même si ce n'est pas forcément leur vallée d'origine du sud de l'Alsace, hein, qui sont sous le feu, bien sûr, hein, parce qu'elles sont elles sont occupées par l'armée française, mais très proches du front, hein, et donc personne ne veut trop y aller. Donc, on va autoriser ces réfugiés alsaciens, d'une certaine façon, à rentrer, hein, en Alsace-Lorraine, et donc ils vont bien sûr quitter en partie le sud-est de la France. Et puis, dernier slide, c'est ce qu'on oublie toujours, les réfugiés qui vont travailler dans le petit commerce, hein, et dans le petit artisanat, parce que c'est très important. Il y a plein de petits artisans. Je vous ai mis ici à dessin déjà, avant la guerre, des boulangers italiens qui travaillaient notamment dans les Alpes-Maritimes. Vous imaginez bien qu'au moment de la mobilisation italienne, même s'il y aura des sursis d'appel, hein, la mobilisation italienne au printemps 1915, beaucoup de ces boulangers vont quitter, hein, malheureusement leur travail. Et il va falloir les remplacer. Et parmi les réfugiés, il y aura un certain nombre de boulangers, hein, qui seront bien sûr mis dans les échoppes. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a aussi dans le petit artisanat tout un travail de confection, hein, qui est essentiel, hein, pour ravitailler, hein, bien sûr, les soldats dans plein d'effets d'habillement dont ils ont besoin. Et les réfugiés travaillent également, hein, dans ce domaine de la confection, mais on l'a parfois malheureusement oublié, l'historiographie a un petit peu oublié ces petits artisans et ces petits commerçants. Et il y a peut-être une raison, c'est parce que le registre du commerce en France, une source, hein, pour nous historiens qui s'intéressons à eux, eh bien, est un peu tardif, hein. La création du registre du commerce est postérieure à la Première Guerre mondiale, juste après la Première Guerre mondiale. Ça doit être de mémoire 1920, hein, la création du registre du commerce, donc un petit peu moins d'archives avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale concernant, hein, ces artisans et ces commerçants. Voilà, je crois avoir respecté le temps qui m'avait été imparti, et je te rends la parole, Riyad. Merci Stéphane d'avoir fait cette présentation consistante, fondée sur une recherche archivistique de longue haleine, hein, parce que je sais que tu as travaillé dans ta thèse sur la migration transfrontalière et que tu as consacré une partie intéressante sur la Première Guerre mondiale. Et je sais qu'après la thèse, tu as beaucoup approfondi le travail, notamment pour ce qui concerne la période de la Grande Guerre. Et donc, tu as pu participer à des projets, notamment à l'occasion du centenaire, donc de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'occasion pour réfléchir, pour échanger autour de la question de la Grande Guerre. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir abordé une question de l'accueil, de l'hospitalité, aussi du rejet de l'autre qui peut être de la même nationalité, le cas des Alsaciens lorrains, comme il peut être l'autre d'une autre nationalité, mais si proche de la France, comme les réfugiés belges ou les Italiens qui s'installaient dans une région limitrophe à cause d'une longue tradition de mobilité transfrontalière. Il y a aussi les Suisses, je suppose, hein, donc pour cette partie. Mais ce qui m'a semblé très intéressant dans ton travail et qui, aujourd'hui, pour la société civile, c'est une question très intéressante, mais aussi pour nous, universitaires, c'est cette question d'insertion des réfugiés ou des étrangers en général par leur intégration dans le tissu économique en essayant de profiter de leur savoir-faire dans
les pays de départ, et aussi il y a un besoin économique qui peut être utile pour les réfugiés et les migrants. Et ce qui serait intéressant, toujours, quand on regarde le problème, la question sur la longue durée, c'est que quand il y a un besoin, l'accueil est beaucoup plus favorable et que l'accueil n'est pas le même pour tout le monde. Ça dépend aussi de la perception de l'autre, ça dépend aussi de la situation de crise en général. Moi, j'aimerais bien commencer par une question. Tu as parlé donc de cet encadrement. Ce qui m'intéresse aussi, la question de l'encadrement de ces réfugiés, de ces immigrés, ça a été fait par donc l'internement, par l'assignation à résidence, et aussi pour certains qui sont restés libres, mais toujours en temps de guerre, il a fallu renforcer le contrôle des étrangers. Donc, est-ce qu'il y a un savoir policier qui a été perfectionné, développé pendant cette période et qui a été utilisé par la suite, notamment pour l'entre-deux-guerres, pour contrôler ces flux de réfugiés qui sont venus à la suite de la montée des fascismes, du nazisme et des dictatures d'Europe centrale et orientale. Oui, oui, tout à fait, Riyad. Et je l'ai montré tout à l'heure, on peut peut-être revenir sur la petite carte, si on retrouve la carte, la voilà. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment on change pendant la Première Guerre mondiale les modes d'identification. C'est-à-dire, pendant très longtemps, pour identifier quelqu'un, on demandait à 2 témoins de savoir si telle personne était bien telle personne. Et on voit bien ici qu'on a ici un contrôle à distance. Ça, c'est très important, à distance, avec constitution de fichiers, avec constitution de fiches, avec constitution de papier d'identité. Et donc, qui dit papier d'identité, dit papier de contrôle pour justement contrôler ces gens. Et je le rappelle encore une fois, aujourd'hui, chacun a dans sa poche une carte d'identité. Ça nous paraît naturel que d'avoir une carte d'identité. Or, c'est tout sauf naturel. D'ailleurs, en Angleterre, ce n'est pas le cas. Parce que le papier d'identité, c'est quelque chose qui est fait pour contrôler. Et donc, avant la guerre, moi, j'ai essayé de le montrer effectivement également dans mes travaux, avant la guerre, il n'y avait que les nomades qu'on avait identifiés de telle façon. Et il y a eu à la préfecture de police de Paris, un monsieur qui s'appelait Bertillon, qui est aujourd'hui un peu oublié, mais qui a eu un rôle important. On parle d'ailleurs de bertillonnage, et ce bertillonnage, c'est effectivement bien pouvoir identifier par un certain nombre de caractéristiques physiques telle ou telle personne, et ça amène à la constitution de ces papiers d'identité. Et schématiquement, si on peut dire qu'avant la Première Guerre mondiale, on s'intéresse aux nomades, pendant la Première Guerre mondiale, on va avoir plein de papiers d'identité qui vont concerner les étrangers. Alors, donc, concernant les étrangers, donc on voit un premier exemple qui est tout simplement le travailleur colonial. Alors, quand on dit bien sûr étranger, il faut penser étrangers et coloniaux, parce que bien entendu, ils sont souvent, notamment pour le contrôle, mis dans la même catégorie. Donc, on voit que le travailleur colonial qui arrive, eh bien, il est identifié et contrôlé par des papiers d'identité. Mais, tu l'as dit, Riyad, il y a également tout un échange transfrontalier, parce que la France, elle se caractérise au XIXe siècle, à la Belle Époque, par une grande partie de migrations qu'on appelle transfrontalières, qui sont de caractère de plus ou moins longue durée. Ça peut être, je passe la frontière quelques heures et je vais aider mon voisin de l'autre côté de la frontière, ou je passe la frontière de manière plus durable. Je passe 2 mois, par exemple, dans les Alpes-Maritimes quand je suis italien, et ensuite je reviens chez moi après 2 mois de travaux. Eh bien, tout cela, pendant les premiers mois de la guerre, en fait, c'est interrompu. C'est-à-dire qu'on va fermer les frontières. On va mettre des douaniers encore plus importants, des commissaires spéciaux, etc., des gendarmes pour contrôler la frontière. Mais au printemps 1915, on s'aperçoit que, en fait, toute cette main-d'œuvre dont on a besoin pour mettre en valeur les champs, etc., elle est indispensable. Et on va alors essayer de favoriser, alors parce que les députés, notamment des régions frontalières, l'ont demandé, des passages transfrontaliers.
Et on va créer alors des zones frontalières qu'on va définir commune par commune, en gros 5 km de chaque côté de la frontière, parfois un peu plus. On va définir telle commune, telle commune, telle commune, puis de l'autre côté de la frontière, telle commune, telle commune, telle commune. Si les gens habitent ces communes-là, ils peuvent passer la frontière, pas seulement par les gares internationales qui sont extrêmement éloignées, mais aussi par un certain nombre de points de passage qu'on va définir. Et on va créer pour eux, par exemple, une carte de frontalier, une carte de frontalier, et donc avec la même chose, la position parfois d'une photographie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cela parfois va être un peu cocasse parce qu'on dit, quand il y a la constitution de la carte de frontalier, il faut avoir une photo, mais personne n'a une photo sur lui, et il n'y a pas de photographe dans les montagnes. Et donc, quand ils passent la frontière, notamment dans les régions montagneuses, bien sûr, souvent, ils n'ont pas la photographie qu'il faudrait qu'il y ait sur cette carte de frontalier. Donc, ça, c'est la carte de frontalier. Et puis, c'est la même chose pour les internés civils également. On a des moyens de contrôle, avec des cartes et avec parfois des photographies. Donc, pour les étrangers, il y a plein de petites expérimentations. Et puis, dans la zone des armées, donc la zone des armées, c'est la zone qui est juste en retrait du front, on aura à partir du 1er janvier 1916 une carte d'identité spécifique pour pouvoir circuler dans cette zone des armées, avec là aussi, c'est une carte rouge voilà, qui est mise en place. Alors, toutes ces expérimentations qui se font au cours de la guerre, elles amènent en 1917 à la création de la carte d'identité d'étranger. Donc, voilà, 1912, c'est les nomades, mais 1917, ça y est, ça s'officialise, ça s'institutionnalise, et on crée une carte d'identité d'étranger. Et tu l'as dit, bien sûr, ça ne va pas s'arrêter dans l'entre-deux-guerres, parce que bien sûr, ces notions de définir une zone frontalière, de créer des cartes de frontaliers, etc., des cartes pour les étrangers, pour contrôler les étrangers, on va continuer, bien sûr, sur ce chemin-là, on va développer cela, et puis ensuite, bien sûr, ça va être étendu aux Français. La carte d'identité va être aussi étendue aux nationaux. Voilà, c'est toute une histoire. Notamment après 1940. Notamment oui, après exactement, pour les nationaux. Le régime de Vichy avait plus besoin de contrôler aussi la population française et de faire la différence entre les bons et les mauvais Français, entre les Français, aussi de contrôler aussi ceux qui étaient dénaturalisés. Donc, c'était très important pour le régime de Vichy par la suite. Et aussi, quand on a une carte d'identité comme celle-là, il faut savoir aussi, pour ceux qui connaissent aussi les archives, que le pendant, c'est aussi une fiche de police. Donc, le travail et des archives, et donc des archives pour nous. Et des archives pour nous qui sont très intéressants. Et je salue notre ami commun et collègue Nav Youssi qui a travaillé sur les Tunisiens dans les Alpes-Maritimes et pour une période, pour les années 80 et plus tard. Et il a travaillé sur ces fiches de police qui étaient des fiches très intéressantes. Il y a aussi un autre chercheur, Jean Kleinman, qui a travaillé aussi sur la pérégrination des Juifs dans la Riviera française. Stéphane, juste, j'aimerais bien poser une question parce que je sais que tu as travaillé sur ce sujet. Les camps d'internement pendant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'ils obéissaient à une organisation militaire ou étaient-ils des camps gérés par les pouvoirs civils? Je sais que l'effort de guerre était concentré particulièrement dans le nord et le nord-est de la France, mais dans le sud, ces personnes qui étaient, disons, surveillées, contrôlées, qu'on voulait neutraliser, en grande partie, je parle des étrangers, pas des Français en particulier, des personnes disons, qui étaient interlopes, donc plus ou moins. Est-ce que la surveillance de ces camps était confiée à disons, à la police ou au pouvoir militaire? Alors, effectivement, c'est une bonne transition, effectivement, parce que les réfugiés sont très proches des internés dans pas mal de problématiques. Alors, je rappelle rapidement, je l'ai dit pendant cet exposé, mais voilà, c'est la première fois en France qu'on interne pas seulement des prisonniers de guerre, mais aussi de simples civils qui sont simplement internés parce que souvent, ils appartiennent aux puissances ennemies, c'est-à-dire essentiellement des Austro-Allemands, mais également des Ottomans.
des Ottomans. Alors, et on a décidé de faire ça au dernier moment, parce qu'au départ, on pensait seulement qu'on allait éloigner ces étrangers des régions frontalières et les mettre dans le centre de la France, et dit la circulaire, on leur donnerait là du travail si possible. Et puis finalement, comme toujours en France, en septembre 1914, on change d'avis et on décide de créer des camps où on va les interner. Alors d'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais simplement repréciser que sont ces camps. Alors, au dernier moment, donc, les préfets reçoivent une circulaire et doivent trouver dans la précipitation un certain nombre de camps. Et les bâtiments qui sont disponibles à l'époque sont essentiellement de deux types et ils vont constituer la majorité des camps. Ce sont soit des bâtiments militaires qui, avec les progrès de l'artillerie, ne sont plus nécessaires à l'armée, et c'est le cas par exemple du fort de Saint-Tropez, sur lequel j'ai fait une étude récente, ou alors des bâtiments religieux, parce qu'avec le combat contre les congrégations, puis la crise des inventaires qui suit la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, il y a plein de ces bâtiments religieux qui ont perdu leur affectation première, qui ont souvent été vendus aux enchères et qui sont souvent en déshérence. Donc ces camps, ils sont dans ces structures-là, majoritairement. Alors, qui les administre? Alors, au tout début, vraiment tout début, il peut arriver que ça soit l'autorité militaire qui les administre, mais ça dure quelques semaines seulement. Très rapidement, ce sera l'autorité civile, très rapidement. Et pour certains camps, c'est l'autorité civile dès le départ. En tout cas, en principe, c'est toujours l'autorité civile. Alors, l'autorité civile, ça veut dire quoi? C'est officiellement sous la supervision du préfet, mais il y a bien sûr localement un directeur de camp qui est nommé. Alors, un directeur de camp, ça ne se trouve pas facilement parce que le directeur de camp, on va le payer très, très faiblement. Et donc, c'est souvent d'anciens commissaires de police, par exemple, d'anciens fonctionnaires, parfois à la retraite, qui sont nommés directeurs de ces camps, donc des civils, et qui vont tout simplement les administrer. Parfois, certains avec compétence, et ils vont rester là pendant toute la guerre, parce qu'il faut préciser que ces camps d'internés civils, ils ouvrent en 1914, mais ils ne ferment pas tous en 1918. Certains vont durer jusqu'en 1920. Donc, une amplitude chronologique est une amplitude chronologique importante. Donc, certains vont rester pendant toute la durée, puis certains autres, on va les changer parce qu'ils seront un petit peu difficiles. Alors, soit ils seront trop rudes avec les internés, soit ils essaieront de faire un peu de business. Par exemple, quand vous avez des internés un peu plus riches, eh bien, ils leur proposeront, contre rémunération, de leur fournir, par exemple, un vrai lit. Des choses comme ça. Donc voilà, il y a toute une chose là. Mais pour répondre donc clairement à la question, non, c'est véritablement une administration civile qui se fait. Et il y a notamment une section particulière du ministère de l'Intérieur qui est chargée, l'inspection générale justement de ces camps d'internés civils, de venir les contrôler. Il y a un inspecteur général qui fait périodiquement le tour des camps pour voir si tout se passe bien, s'il faut changer des choses, toujours dans la même perspective, pour qu'il n'y ait pas de représailles contre les civils français qui sont retenus en Allemagne. Voilà. Et une chose aussi intéressante, c'est que les puissances qui étaient des puissances neutres vont visiter ces camps également. Par exemple, on l'oublie peut-être aujourd'hui, mais les États-Unis, de 1914 à 1917, ont été des puissances neutres et ils ont visité ces camps d'internés civils. Et puis quand les États-Unis, notamment ça va être des délégués de l'ambassade des États-Unis à Paris qui vont venir visiter ces camps. Et puis quand donc, les États-Unis entrent en guerre en 1917, eh bien, ce seront les Suisses qui vont prendre le relais et venir visiter ces camps. Ces camps sont aussi visités, je parlais tout à l'heure pour les réfugiés de l'importance des structures religieuses, par un certain nombre de pasteurs, par un certain nombre de curés, etc., qui viennent et qui font le tour des camps, et d'œuvres étrangères également, d'œuvres suisses, par exemple, religieuses, qui vont bien fournir un certain nombre de choses
aux internés, y compris ce qui est important pour les internés, des livres, par exemple. Parce que plus le temps avance, hein, et plus les gens s'ennuient. Et quand il n'y a pas la possibilité de travailler, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Et donc, on exige d'avoir soit des distractions, des distractions seront mises en place, les jeux, etc., parfois même des activités musicales, mais on exige aussi des œuvres étrangères, l'arrivée de livres. Mais l'arrivée de livres, il va être compliqué parce que parfois, il faut qu'il passe par un censeur pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de problème par rapport à ces livres. Donc, c'est intéressant et j'appelle donc les étudiants et les collègues qui nous écoutent à lire des travaux sur cette question. Et je rappelle que c'est toujours important, ces rapports des inspecteurs et donc des humanitaires qui visitent les camps, ça reste une source très importante pour les citoyens. Je sais que c'est eux qui ont travaillé sur les rapports américains qui t'ont permis d'avoir cette vie, d'avoir une idée sur cette vie de l'intérieur de ces camps et de publier des travaux et quelques articles. Et qu'on peut croiser ces rapports qui nous donnent effectivement la vie à l'intérieur des camps avec des trajectoires individuelles et reconstituer, je le disais aussi dans le propos, des trajectoires individuelles pour voir toute la complexité de cela. La micro-histoire est vraiment importante et un complément essentiel à ces sources plus macro. C'est assez complexe et on revient toujours à la nécessité de traiter la question de la migration et de l'asile en changeant l'échelle et les angles d'observation. C'est toujours intéressant de voir le macro et le micro, de les croiser pour bien étudier la question migratoire. Stéphane, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de merci Riyad, merci à tous. Dernière séance qui couronne une série de conférences. Je rappelle donc que nous sommes dans le cadre d'une activité qui a été programmée dans le cadre d'un programme de coopération entre le Laboratoire d'Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes et la Fondation Heinrich Böll. J'espère qu'on aura au cours de l'année prochaine la possibilité de mettre en place d'autres projets, mais ça restera toujours autour de notre spécialité, la question de la migration et de l'asile dans l'espace méditerranéen. Il faut toujours trouver la brèche et aussi penser à la formation des étudiants pour qu'on puisse avoir plus de collègues et d'étudiants qui travaillent sur la question migratoire et sur la question de l'asile, qui sont des questions maintenant épineuses et qui ont des dimensions juridiques, des dimensions politiques, des dimensions sociales, des dimensions économiques qui restent toujours à explorer. Merci beaucoup. Au revoir Stéphane. Merci à tous. Au revoir.